Je n'ai jamais été célibataire dans ma vie, jamais. Et pourquoi? Je sais pas, je me suis mariée, j'avais 18 ans la première fois, ensuite une deuxième fois j'avais 20 ans et quelques. J'ai toujours été en couple, je sais pas, mon fonctionnement est comme ça, j'aime bien être en couple, j'aime pas être célibataire. Marlène Schiappa, merci de nous accueillir ici chez Tilder à Paris. Vous avez été ministre sous la présidence d'Emmanuel Macron, vous êtes également romancière et aujourd'hui vous accompagnez les dirigeants dans leur communication. Marlène Schiappa, qui êtes-vous vraiment? Bonjour, alors c'est une question très difficile que vous me posez pour commencer parce que c'est une question quasiment philosophique de savoir qui on est. Peut-être de vous décrire en 3 mots. Les 3 mots, ça devrait être un peu plus facile. Marlène Schiappa, 3 mots. Indépendante. Oui. Courageuse. Et hyperactive. Ah, hyperactive. Pourquoi hyperactive? Parce que j'aime pas être immobile, j'aime pas ne rien faire, et quand je suis pas dans l'action, j'ai besoin de faire des choses qui sont productives. Voilà, j'aime bien écrire des livres, j'aime bien avoir des projets. Voilà, il y a un thérapeute vous dirait qu'il y a peut-être une peur du vide ou quelque chose de cet ordre-là. J'aime bien quand on est dans l'action, et quand il se passe quelque chose. J'aime pas quand on s'ennuie. En tant que Corse, ouais. On a ce point commun. Ah. Alors, quelles valeurs corses vous définissent le mieux? L'attachement à la liberté. L'attachement à l'autonomie, le fait de faire les choses moi-même, ne pas dépendre des autres, la fierté de la parole donnée, c'est-à-dire, vous savez, quand on est corse, quand on se dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Je me souviens de la manière dont les gens se sont comportés, positivement ou négativement. Je peux me sentir redevable de quelqu'un qui m'a soutenu ou aidé quand c'était difficile, mais je n'oublie pas non plus les gens qui mettent des coups de poignard dans le dos. Et puis, je dirais des valeurs de respect. On respecte en Corse, vous savez, on respecte les enfants, les personnes fragiles, les personnes âgées, on respecte les familles des gens, on s'en prend pas aux familles, on distingue ce qui est personnel et ce qui ne l'est pas. Je pense que ça fait pas mal de valeurs fortes. Quel conseil donneriez-vous à la jeune Marlène si vous pouviez remonter le temps? Aucun conseil. Je déteste ce genre d'exercice, pardon. Je le fais jamais. On m'a demandé dans plein d'interviews, écrivez une lettre à vous petite, etc. Je lui donnerai pas de conseils d'abord parce que j'aime pas du tout l'expression réaliser ses rêves d'enfant. En fait, heureusement que nos rêves évoluent. Heureusement que on répond pas seulement à l'enfant de 5 ans en nous. Et heureusement que en mûrissant, on a d'autres rêves et d'autres aspirations et qu'on évolue. Mais en fait, j'aime pas non plus les discours de résilience, vous voyez, les discours dans lesquels on te dit t'as vécu des choses difficiles mais c'est ça qui fait de toi quelqu'un de fort aujourd'hui. Non, parfois juste on vit des choses difficiles et c'est une énorme galère et on est super déprimé et c'est triste et on se sent seul. Tout n'est pas une leçon de vie et tout ne fait pas de nous quelqu'un de résilient qui va devenir plus fort grâce aux galères. Parfois, on aimerait juste vivre des choses sympas en fait. Marlène Schiappa, je vous propose une expérience. Je vous montre le miroir de la série. Déjà, moi, ce qui m'intéresse ou ce qui nous intéresse, c'est lorsque vous regardez, que pensez-vous de Marlène? Mais alors moi, je passe pas mon temps à me regarder, contrairement à l'image qu'on peut avoir des femmes politiques en général et de moi en particulier. Je me regarde pas énormément et par exemple, quand je passe à la télé, je regarde pas, je m'écoute pas la radio, je réécoute pas les podcasts. En fait, vous savez, j'ai 42 ans, j'ai plus 25 ans et je dis souvent à ma fille qui a 18 ans, je lui dis, tu sais, avec le temps, tu seras plus détachée de l'image que tu renvoies. À mon âge, c'est pas grave si j'ai un peu des rides, des cheveux blancs, un rouge à lèvres pas bien mis, une épilation pas super à jour. En fait, ça m'est égal. Si vous voulez, ça m'empêche pas de vivre ma vie et de profiter de ma journée. Et si ce miroir pouvait révéler une facette cachée de votre personnalité, quelle serait-elle? Oh il en révélerait pas, puisque si c'est caché, ça a vocation à Mais justement, c'est ma question, et effectivement, votre réponse nous intéresse, Marlène. Je dirais qu'en fait, c'est une chose que les gens ne savent pas, c'est que je suis plutôt introvertie. Et tous les gens qui sont timides ou des anciens timides vont me comprendre. Parce que très souvent, les gens dont on se dit « Oh là là, c'est des grandes gueules, etc. » En fait, souvent, j'ai remarqué, sont des anciens timides qui ont tellement travaillé sur eux pour réussir à prendre la parole, etc. que finalement, ça se voit pas, ils ont réussi à le camoufler. Et moi, quand j'étais ado, je pouvais pas parler avec des gens. Je pouvais pas aller acheter une baguette de pain. J'avais ma sœur avec moi. La solitude est quelque chose de très important pour moi. C'est pour ça que j'écris des livres d'ailleurs. C'est une manière d'être seule aussi face à son écriture. Donc la solitude, c'est une amie. Ah, moi, j'adore être seule. Je veux dire, il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Moi, j'adore ça, être seule. Et d'ailleurs, c'est dur quand vous faites de la politique, vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours une équipe, une administration, un cabinet. Vous déjeunez jamais seul. Vous n'avez pas de temps d'introspection. Et d'ailleurs, maintenant que j'accompagne des dirigeants, c'est souvent un conseil que je leur donne, leur dire à quel moment vous vous posez seul
pour vous demander qu'est-ce que vous pensez. Et c'est valable pas que pour les dirigeants, c'est valable aussi pour les ados aussi. Moi, je dis souvent à ma fille, avant de te dire comment tu fais plaisir à un tel, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu penses? Et ma fille cadette qui a 13 ans m'a dit il y a pas longtemps, c'est très difficile de faire un choix par soi-même et d'être sûr que c'est notre choix et pas un choix pour faire plaisir à quelqu'un. Et je trouvais que c'était très intéressant comme réflexion. Le jour où vous devenez de plus en plus exposé et de plus en plus célèbre, comment vous l'avez vécu cette notoriété? Parce que c'est assez brutal quand même la notoriété du jour au lendemain. Quand j'ai été nommée au gouvernement, j'ai reçu 999 SMS et le soir même de ma nomination, en fait, j'ai eu un genre de vertige, j'ai fait un malaise, un léger malaise cardiaque et les pompiers sont venus me chercher, j'ai été à l'hôpital. Donc ça, c'était ma première nuit avant le premier conseil des ministres. Voilà, donc quand je vous dis, après les gens disaient elle sourit bien au conseil des ministres, elle a l'air arrogante. En fait, je sors de l'hôpital, mais juste vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas posé la question et peut-être ça ne vous intéresse pas plus que ça. Vous nous parlez quand même d'un événement important puisque vous avez failli, au-delà de tomber dans les pommes, je pense que vous avez eu très très peur, effectivement, de ce qui vous est arrivé. Monsieur Macron, l'entourage Monsieur Macron vous a appelé pour vous rassurer en vous disant c'est formidable, tu vas être ministre, maintenant on est là, on te soutient. Reprends tes esprits, Marlène. Non, mais d'abord je l'ai dit à personne. Moi je me plains pas. Vous me demandiez mon caractère corse. Moi je me plains jamais. J'ai passé des nuits blanches sans cesse jusqu'à 2h du matin au Parlement, déplacement le lendemain à 6h. J'ai vécu une énorme violence de la vie politique en serrant les dents et en montrant une capacité à tenir, à être forte, à être là quand même, à revenir le lendemain, à répondre. Vous savez, je parlais de parler en public. Quand vous êtes ministre, vous parlez à l'Assemblée nationale. Parfois, il y a 577 personnes qui crient en même temps dans votre direction, certains qui vous insultent, et vous êtes là avec votre micro, vous devez donner votre réponse, tenir bon, avoir l'air déterminé. C'est un exercice très particulier. Il y a un truc un peu masochiste dans la vie politique en réalité. C'est Georges-Marc Benamou qui dit « La politique ne rend pas fou, la politique attire les fous ». Je sais que les politiques détestent quand je donne cette phrase, mais c'est vrai, il y a quelque chose d'un peu syndrome du sauveur à se dire « moi j'ai la solution et je vais diriger et diligenter les affaires de ce pays ». Marlène Schiappa, êtes-vous folle? J'ai envie de dire non, parce que j'ai cette capacité à réfléchir, à prendre du recul, à analyser. Mais oui, je pense que tous les gens qui font de la politique ont ce syndrome du sauveur. Alors Marlène, une question plus simple, une question plus directe, une question certainement qui va vous parler. Qu'est-ce que c'est que l'amour, selon Marlène Schiappa? C'est une question difficile aussi. Vous posez beaucoup de questions philosophiques. Je peux vous faire une réponse bateau avec des éléments de langage, mais ça n'a aucun intérêt. Qui peut définir ce que c'est que l'amour aujourd'hui? Peut-être que moi, je suis amoureuse, mais que quelqu'un d'autre qui est amoureux au même moment ressent complètement autre chose. Vous savez, moi, j'ai une de mes meilleures amies, je vais vous raconter sa vie, qui s'appelle Anaïs. Elle m'en voudra pas de le dire, parce qu'elle s'est déjà exprimée là-dessus. Elle est polyamoureuse. Moi, je suis hyper exclusive, assez possessive, très dans la monogamie, et mon amie, elle est très dans le polyamour. Et je pense qu'il n'y a pas plus opposé elle et moi de notre vision du couple, et pour autant on s'en parle beaucoup sans être dans le jugement, mais en essayant de se comprendre. Et je lui dénie pas le droit d'être amoureuse. Pour moi, être amoureuse, il y a quelque chose de l'ordre de l'exclusivité. Pour ma copine Anaïs, ça n'entre pas en compte, c'est pas un paramètre. Elle peut être amoureuse de 2-3 personnes et ça la blesse pas si la personne en face a plusieurs vies amoureuses en même temps. Quel genre d'amoureuse êtes-vous? Je vous disais, moi je suis très exclusive, très engagée dans mon couple. Pour moi, le couple c'est quelque chose de très important. Je n'ai jamais été célibataire dans ma vie, jamais. Et pourquoi? Je sais pas, je me suis mariée, j'avais 18 ans la première fois, ensuite une deuxième fois j'avais 20 ans et quelques. J'ai toujours été en couple, je sais pas, mon fonctionnement est comme ça, j'aime bien être en couple, j'aime pas être célibataire, voilà. Et pourtant vous êtes aussi une solitaire. Vous auriez pu aimer avoir des longues périodes en étant seule, une façon aussi de vous retrouver avec vous-même. Dans le couple, on peut accepter aussi une part de... On peut être à la fois très exclusif et en même temps accepter une part de solitude de l'autre. On dit que le couple, c'est 3 personnes. Finalement, c'est une personne, 2 personnes et la 3e personne qui est formée par l'entité du couple. Donc, il y a un équilibre à trouver. Mais vous savez, là aussi, c'est mes filles qui me font réfléchir là-dessus. Ma grande fille arrête pas de me dire que je suis dépendante affective et elle me dit tout le temps, maman, tu dois te gérer, tu dois être plus autonome que ça. T'es pas obligée d'être collée à ton amoureux tout le temps. Elle me dit, sois autonome quand même, pas toi, quoi. Donc, voilà, on est poussé aussi par la jeune génération qui est beaucoup plus sûre d'elle sur ces sujets-là qu'on peut l'être parfois. On va parler de la maternité puisque c'est effectivement un sujet qui vous tient à cœur, et justement pourquoi ce sujet en particulier vous intéresse autant? Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je peux pas vous dire pourquoi, mais depuis que j'étais petite avec ma sœur, on faisait des listes de prénoms pour nos enfants. Voilà, j'avais envie d'être maman.
quelque chose qui avait l'air intéressant, épanouissant, voilà, et qui a tenu ses promesses. D'ailleurs, ma fille me dit souvent que si j'ai fait de la politique, c'est grâce à elle, parce que j'ai eu ma fille, j'ai créé l'association Maman Travail, et c'est comme ça que je me suis engagée dans la vie politique. Donc c'est pas tout à fait faux, c'est vraiment la maternité à la base qui était mon sujet. Avant même la question de l'égalité femmes-hommes, c'était vraiment la question de la maternité. J'ai écrit des guides de grossesse, des guides d'astuces de Maman Travail, j'ai présidé 10 ans le réseau Maman Travail. Donc la maternité, c'est vraiment un sujet important pour moi, oui. Vous parlez de vos filles, vous avez une de vos filles qui est encore adolescente. Ouais. Donc, les deux, du coup. Maintenant, 13. 13. Et ado, on va dire. Oui, absolument. Grande ado, oui. presque majeur. Alors, jeune adulte. Ouais. Ah. Me dites pas ça. Mais pourquoi Marlène, c'est maman. C'est maman, c'est maman. C'est maman où il faut pleurer. Ah ouais. Bah vous parliez de peur de l'abandon, mais j'ai l'impression qu'elle était bébé l'année dernière, quoi. Elle réserve ses vacances, elle s'organise. Et à un moment, elle va partir, quoi. J'habiterai plus avec elle. Ça ferait très bizarre de rentrer chez moi le soir et de pas voir ma fille. Vous avez des discussions de maman à jeune fille de 18 ans. Est-ce que vous parlez de tous les sujets? C'est important qu'une maman parle des sujets intimes avec sa fille. Là aussi, c'est elles qui sont très... Mucia, elle parle des sujets de règles. En fait, j'ai une demi-fille qui a de l'endométriose. Et donc, elle parle beaucoup des sujets de règles, de cycles, de santé des femmes, sans aucun tabou. Mais moi, quand j'avais leur âge, j'étais pas du tout comme ça. Elles sont hyper détentes. Même avec leurs copains garçons, elles parlent de règles. D'ailleurs, les garçons prennent la défense des filles sur ce sujet. Enfin, je trouve que là aussi, c'est une génération qui bat en brèche certains tabous. Et on se dit, mais en fait, nous, on a vécu dans des tabous parce que c'était comme ça. Et elles et eux, ils ont le courage de péter ces tabous, en fait, en réalité. Et ils nous rendent service aussi en faisant ça. Et c'est vrai qu'on se remet en question en se disant, mais en fait, moi, j'étais en train de perpétuer ces tabous sans raison. Et même de la sexualité. Oui, après, moi, je garde quand même une pudeur. Voilà, je reste une maman corse, voilà, j'allais dire. Mon père est corse, ma mère est d'origine italienne, je reste une maman méditerranéenne. Oh là, je comprends le caractère. Voilà, donc je respecte aussi je respecte l'intimité et la pudeur de chacun aussi. Mais c'est un sujet, je vais le mettre sur la table, allez hop, on parle de la pornographie et les jeunes sont confrontés à la pornographie. Est-ce que c'est un sujet, par exemple, que vous abordez ou pas du tout, Marlène? Oui, mais moi, elles sont très... forcément, c'est moi qui les ai éduquées, et leur père, bien sûr, mais elles sont très sensibles au respect, elles sont très sensibles à ces sujets-là. Donc oui, elles savent que ça existe et elles sont hostiles vis-à-vis de cette pratique. Vous savez, il y a un lien avec les questions de féminisme, parce que très souvent, par exemple, on parle de sororité de manière un peu galvaudée. J'ai vu pour le 8 mars, on disait je suis avec mes meilleures amies, #sororité. C'est pas ça la sororité, pardon, mais la sororité, c'est comment vous traitez les femmes que vous n'aimez pas, comment vous traitez les femmes qui sont pas vos amies, comment vous avez cet élan de solidarité avec des femmes avec lesquelles vous êtes en désaccord le plus complet, comment vous ne vous laissez pas aller à quelque chose de sexiste, de dégradant, etc. Et c'est pareil pour le féminisme, parfois des hommes qui disent non mais moi je suis féministe, j'ai 2 filles, ou je suis féministe, je contribue beaucoup aux tâches ménagères avec ma femme, j'ai une adjointe. C'est absolument pas le sujet, Coco. Le sujet, c'est comment tu te comportes avec les femmes qui te tiennent tête, avec les femmes qui te résistent, qui t'affrontent, avec les femmes qui t'aiment pas. Comment, dans ces cas-là, tu te comportes avec les femmes? Et pas, est-ce que t'es sympa avec ta femme ou tes enfants? C'est quand même le minimum syndical. Quel a été le moment le plus déterminant de votre carrière? Le moment déterminant de ma carrière, en fait, en réalité, j'ai jamais eu vraiment de stratégie de carrière. J'ai toujours eu une chance incroyable. J'ai monté ma première agence, j'avais 23 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans une agence de com qui a dû me virer parce qu'ils étaient rachetés par un gros groupe. Tout de suite, je suis rentrée chez moi, j'ai cherché du travail, j'ai été embauchée par une agence et 1 mois après, j'ai découvert que l'agence où j'arrivais, c'était le gros groupe qui avait racheté la petite agence dont j'avais été virée. Donc j'ai dû accueillir les gens de cette petite agence qui m'avaient virée en disant bienvenue, grand seigneur. Je vous retrouve, vous ici. Je suis déléguée French Tech. Je rencontre Emmanuel Macron qui est candidat. Je m'engage dans sa campagne. Donc non, j'ai toujours eu plutôt de la chance professionnelle. Je dirais pas qu'il y a un moment déterminant, mais je dirais qu'il y a peut-être énormément de travail. Et je suis toujours ouverte à la rencontre, aux nouveaux projets. Et c'est ça qui fait que finalement, tout ça, ça crée une chance, en fait. Le combo travail plus ouverture aux autres égale chance. On parle souvent des succès, mais les doutes font aussi partie du chemin. Y a-t-il un moment où vous avez failli vraiment tout arrêter? Moi, je pense qu'on n'arrête jamais la politique. J'ai lu un livre quand j'étais petite qui s'appelait La politique expliquée aux enfants. Et dans ce livre, l'auteur disait, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Moi, je pense que tout le monde fait de la politique, en fait. Les gens qui sont dans le monde associatif, qui sont bénévoles, les gens qui travaillent dans les médias, c'est une manière de faire de la politique aussi. Et surtout en France, on est un peuple très, très politique. On aime débattre, on a tous un avis sur le gouvernement, sur sur les lois. On est un peuple très, très sensible. C'est pas le cas dans d'autres pays. Puisque vous m'avez
m'avez dit effectivement que vous avez été ministre et qu'aujourd'hui vous ne l'êtes plus. Il paraît. Le désir de le revenir ou de revenir aux affaires en ayant ce genre de responsabilité, ça vous motive toujours autant en ayant l'expérience et le recul suffisant que vous avez aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai été... Vous savez, normalement, la moyenne, je crois, de la durée de vie d'un ministre, c'est moins d'1 an. Ça doit être quelque chose comme 7 mois, 8 mois en moyenne, quelque chose comme ça. Moi, je suis restée 6 ans et demi. Vous vous rendez compte, c'est très long, 6 ans et demi. 6 ans et demi à être ministre, à avoir des gens autour de vous qui s'occupent de votre agenda, de votre sécurité, un conducteur qui vous amène d'un endroit à un autre. C'est une vie très particulière. C'est une vie aussi où vous êtes beaucoup soumis à des violences pour vous-même et pour votre entourage aussi. Moi, j'ai eu mes filles qui ont vécu l'invasion de la maison par 40 gilets jaunes qui frappent au volet en criant qu'ils viennent pour me tuer, etc. J'ai eu mes filles en pleurs, leur dire d'aller se cacher dans le placard avant que la police arrive. Et d'autre part, pour le système démocratique, moi je pense que c'est assez sain de faire tourner les responsabilités. C'est pas bien d'avoir quelqu'un qui est ministre pendant 15 ans. Ça rime à rien. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Quand vous avez une vie de ministre, vous n'avez pas une vie d'un kidam, même si vous êtes supposé l'avoir. Et pour être très honnête avec vous, j'apprécie aujourd'hui d'être dans un environnement qui est moins toxique que le monde de la politique, qui est un monde avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de respect aussi dans les discussions, et où accessoirement on peut partir en week-end. Et le jour où on n'est plus ministre, quel effet ça fait ? Moi, je l'ai plutôt très bien vécu. Beaucoup d'anciens ministres m'avaient dit qu'il y avait un peu une décompensation, un moment où on se demandait un peu ce qu'on allait faire de notre vie. Après, moi, ça a correspondu au fait que je venais de rencontrer quelqu'un. Quand on est amoureux, les choses nous paraissent moins graves. Les priorités sont différentes. Absolument. Donc j'étais assez contente en fait d'avoir du temps libre pour construire ma nouvelle vie de couple avec mon amoureux. Pour clôturer cet échange, quel message souhaitez-vous passer en regardant l'objectif de cette caméra ? Je voudrais passer un message aux jeunes filles et aux femmes. Et je voudrais leur dire d'arrêter d'utiliser le mot petit. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent les hommes se présentent en étant très sûrs d'eux. Un homme qui est auto-entrepreneur depuis 3 jours, il va vous dire qu'il est CEO. Et quand vous lui parlez, vous avez l'impression que vous parlez à Jeff Bezos ou Bill Gates. Alors qu'une femme, elle va toujours dire j'ai un petit projet, j'ai un petit diplôme, je fais des petites études, j'ai une petite équipe. Et quand vous parlez avec elle, vous réalisez qu'en fait, elle fait des choses absolument incroyables, mais qu'elle se minimise. Donc moi, je voudrais demander aux femmes et aux jeunes filles d'arrêter d'utiliser le mot petit quand elles parlent d'elles-mêmes, d'arrêter de se minimiser et de se présenter avec assertivité et l'audace qu'aurait un homme auto-entrepreneur depuis 2 jours. Marlène Schiappa, merci beaucoup. C'est moi qui vous pour remercie. Cet instant. Prenez soin de vous, soyez intensément heureuse. Vous également. Et comme disent les Corses, oh Marlène, oh Coco, à bientôt. À presto.